Je m'appelle Marine et chaque semaine, je vous partage des récits intimes, d'espoir, de résilience et de confidence sur la maternité et la parentalité moderne. Je vous promets des histoires vraies, racontées comme elles ont été vécues, sans filtre, sans coupure et sans montage. Pour faire grandir le podcast, il faut s'abonner et nous évaluer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre soutien et bienvenue sur Eden Stories. Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous pour nous raconter ton histoire. Merci d'avoir fait le chemin, d'avoir fait le déplacement et de t'être lancée dans l'aventure. Je sais que c'est tes amis, c'est ça, tes proches qui t'ont un peu évoqué l'idée de venir témoigner sur un podcast. Ouais. Merci de nous avoir choisis. Merci à vous pour votre accueil. Effectivement, c'était lors d'une conversation entre amis où je racontais mon histoire pour la 10e fois. Elles m'ont dit « mais attends, mais... » Bon, elles se sont mises à pleurer. Et elles m'ont dit, mais attends, il faut que tu en parles. Il faut que tu en parles. Tu parles de ton histoire. Voilà. Je ne sais pas si je l'aurais fait sans elles. Mais merci à elles, du coup, de t'avoir conduite ici. On va commencer déjà par ta présentation, s'il te plaît. Qui es-tu ? Donc, je m'appelle Marie-Charlotte. J'ai 39 ans. J'habite en région parisienne, mais je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai une petite fille qui s'appelle Alice, qui a 6 ans et demi. Et je suis mariée depuis 2012. Je n'ai plus le compte, mais depuis 2012 avec Bertrand. Voilà. Très bien. Pour la base. On situe un petit peu, du coup. On va revenir un petit peu dans les années. On va remonter un peu le temps, si tu veux bien. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance ? Quel genre d'enfant tu étais ? Ouais, j'ai grandi donc dans le Nord avec une famille de 4. Il y a mes parents et mon frère, plus jeune, de 2 ans et demi. Une famille plutôt heureuse, bienveillante, voilà, une enfance classique. Moi, petite fille, j'étais plutôt réservée, timide, bonne élève à l'école. Voilà, donc des chamailleries avec mon frère, normal. Le classique. Surtout le petit frère. Ouais. Aujourd'hui, ça va mieux avec mon frère, on est même très complices, mais en étant enfant, c'était un peu difficile. T'avais des rêves d'enfant Des rêves, je rêvais... de quoi je rêvais ? Du grand amour, oui. C'est vrai, petite, déjà, j'étais bercée par les Disney, par les films. Je rêvais peut-être de faire quelque chose de ma vie en tant que femme, une carrière. Alors, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais pas juste être amoureuse, je voulais aussi faire quelque chose de ma vie. Voilà. Donc, j'ai fait des études de langue étrangère appliquée, anglais-allemand, qui m'ont permis de voyager un peu. Je suis partie en Allemagne, au Canada. Voilà. Et tu es photographe dans la vie ? Oui. C'est un métier passion ? C'est un métier passion. J'imagine. Ouais. J'ai quitté mon CDI il y a 10 ans pour faire des photos. Et donc, ça fait 10 ans que je fais des photos. Je suis photographe de mariage, essentiellement. Et j'adore. Ça me fait vivre des émotions intenses du début à la fin. Je pleure pendant les discours des parents. Je fais un peu aussi psy avec les mariés de temps en temps. Voilà, c'est une journée à 100 à l'heure que j'adore. Alors, je stresse énormément avant, mais une fois que je suis dedans, je me laisse porter et je rentre chez moi, je suis claquée. Mais complètement remplie de toutes ces belles ondes. T'es une amoureuse de l'amour, un petit peu, on peut dire, je pense. Ouais, on peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Et par contre, alors tu me dis que tu rêvais du grand amour. Est-ce que tu te voyais maman aussi, plus tard ? Alors, ça n'a pas été évident pour moi, la maternité. Pas forcément, ou alors pas tout de suite. Pour moi, être maman, c'était être adulte. Et j'ai eu du mal à me sentir prête pour être maman. En tout cas, ça a mis du temps. Alors oui, je voulais être maman, mais pas tout de suite. D'abord, trouver le prince charmant. Trouver le prince charmant, trouver un travail, une mission dans ma vie, une passion, et après, faire un enfant. Tu voulais t'accomplir déjà en tant que femme. Ouais. Avant tout. Alors, tu rencontres Bertrand. Oui. En 2012. Alors non, 2012, je me marie. Ah oui, pardon, n'importe quoi. Pas de souci. 2012, je me marie et on se rencontre en 2009. 2009, ok. Voilà. Alors, comment vous vous rencontrez ? Attention. Je veux savoir. Alors, je faisais mes études. J'étais en master à Besançon,
Je finissais mes études. Et je me suis inscrite sur un site de rencontre avec une amie. En disant, vas-y, on s'inscrit ensemble et tout. Et je rencontre Bertrand, qui lui est à Perpignan. Ok. Donc pas à côté. Il commence à me parler, salut, ça va? Ou je fais Perpignan, mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Jamais de la vie. Et puis je me laisse prendre au jeu et on discute tous les jours par mail. D'abord par mail. Alors c'était en 2009. Il n'y avait pas encore, tu vois, la connexion illimitée, tout ça, les téléphones. J'avais pas de smartphone à l'époque. Je pense que j'en avais pas du tout. Alors, attends, tu pouvais t'inscrire sur des applis de rencontre sur. C'était pas une appli, c'était sur un site. Ouais. Sur les sites, ouais, carrément, donc sur ordinateur. Ouais. Ah ouais. Il n'y avait pas d'appli, j'avais juste un téléphone, mais pas de smartphone comme aujourd'hui. Je l'appelais dans une cabine téléphonique à l'époque. Donc tu vois, j'ai bien 39 ans. Oui, parce que je la croyais pas quand elle m'a dit son âge. Ouais. Ceux qui regardent le podcast, vraiment, je pense que beaucoup penseront comme moi. Mais c'est quand même romantique, je trouve, moi, d'avoir vécu aussi ça. Tu vois, le flirt comme ça, on appelle dans une cabine téléphonique, comme dans les films, en fait, les films cultes. Donc, je lui donnais le numéro de la cabine et il m'appelait. Et je décrochais parce que je payais pas la cabine. C'est lui qui m'appelait sur la cabine. Enfin, voilà, bref, c'était l'époque. Et alors, c'était à combien de temps? Il était à combien de temps de toi, là, qu'on se rende un petit peu compte Besançon, Perpignan, je ne sais plus. Fallait que je repasse par Paris pour aller le rejoindre. Ah oui, c'était le périple, hein. Ouais. Ok. Et donc, on s'est échangé des mails pendant 1 mois. J'adore. Et puis un jour, je lui ai dit, bah écoute, pour Pâques, parce qu'il y a un long week-end, je lui ai dit, bah si tu veux, tu peux venir à Besançon. Puis il est venu. Avec une petite fleur et tout. Et on a passé 3 jours à visiter Besançon, à se voir en vrai. Voilà. C'est 7 heures de voiture. 7 heures de voiture. 7 heures de Mais voiture. on le faisait en train, c'est peut-être pareil, je pense. Enfin, je sais pas. Enfin, 7 heures de voiture, c'est long. Enfin, en tout cas, il avait envie de te rencontrer parce que c'était quand même pas rien de faire le trajet, un peu de foncer dans l'inconnu comme ça aussi, même si vous échangiez depuis 1 mois. Ouais. Bon. Quand même. Et Bah, alors, comment ça se passe ces premiers jours là ensemble Alors j'avais prévenu une copine en disant, au cas où. Voilà, au cas où. bien. Je t'appelle si vraiment ça va pas. Et puis non, ça s'est super bien passé. On a mangé au restaurant. Enfin, voilà, on s'est embrassés et puis il est reparti à Perpignan. Gentleman du coup quand Oui, même. Il arrive très avec gentleman. Une fleur, Oui, voilà. le resto, rien tout de ça. oui, voilà. Donc Okay. Et pour moi, c'était le test. S'il vient à Besançon me voir, c'est que il veut continuer l'histoire. Parce que j'aurais pas pu continuer comme ça 1 mois à écrire tous les. Oui, bien sûr. Bon, à un moment Pour donné, aller où, bon, c'est ça, on sait pas. Mm. Donc moi, il me restait 1 an d'études avec un voyage au Canada. Donc je suis partie. On a eu une relation à distance pendant 1 an. 1 an. Alors je suis pas partie 1 an au Canada, mais j'ai fait 1 an de fac et 3 mois au Canada. Donc, alors des allers-retours. Moi, j'allais chez lui, il venait, enfin voilà, pendant 1 an. Et on a fini par 3 mois au Canada. Et à mon retour du Canada, je suis allée vivre chez lui, à Perpignan. Voilà. T'avais convaincu Ouais. de venir. Alors là, ça fait quoi? Parce que vous avez vécu tout ce temps à distance, quand même, c'est pas rien Non. pour un jeune couple. Là, vous aviez quel âge? Oh, j'avais 21 ans. ok. Ouais. Et est-ce que vous... Assez jeune, ouais. Donc ça fonde quand même sur... ça part sur de bonnes bases, Ouais. solides. Ouais. Quand on a un jeune couple comme ça, Mm. vous avez envie de quoi? Quand toi tu reviens et que ça y est, vous vous installez ensemble, est-ce que vous parlez de projet déjà? Pas forcément d'enfants, mais... Ouais, non, vraiment, l'étape c'était de s'installer et être ensemble enfin après toutes ces discussions enflammées par mail. Alors, ce qui était très drôle, c'est quand dans nos discussions, on s'était dit, bah tiens, on se mariera le 12 juillet 2011. Bon, pour rigoler, hein. Et le 12 juillet 2011, il avait retenu la date. Il m'a demandé en mariage le 12 juillet 2011, du coup. Et on s'est mariés 1 an après. Incroyable. Voilà. Donc bon, j'avais retenu la date moi aussi et je rentrais du travail et il était sur le canapé et il m'attendait. Et puis là, voilà, il fait sa demande. Bon, j'étais morte de rire. Quand je suis gênée et émue, je suis morte de rire. Donc voilà, petite demande. T'as de suite compris là, J'ai quand tout de tu suite t'es compris. rentrée? Oui, j'ai tout de suite compris. J'avais retenu la date. C'est fou ça. Ouais. Il est attentionné aussi quand même, Ouais. j'ai l'impression. Attentionné, le souci du détail. Et voilà, il avait la bague. On est allé au restaurant et T'as voilà. dit oui direct. J'ai dit oui. Mais de toute façon, j'avais déjà dit oui avant, mais parce que j'avais dit oui au potentiel mariage, donc ouais.
Et alors, donc, vous vous mariez 1 an après. Ouais. Votre couple fonctionne super bien puisque vous avancez quand même dans votre vie à 2. Ouais. À quel moment vous parlez de potentiellement agrandir la famille ? Alors déjà, on se marie, on prend le temps. Alors on s'est mariés en 2012 et Alice est arrivée en 2019, donc on reste 7 ans à pas réfléchir, mais à se construire, à voyager. Je pense que lui, il était déjà prêt depuis un moment, c'est plus moi. Comme je te le disais, j'avais besoin de me sentir adulte. Pour moi, c'était vraiment, on le sait tous, une grande responsabilité, mais vraiment, c'était hyper... j'avais besoin de me sentir prête, mais vraiment. Mais c'était vraiment un choix réfléchi pour toi, en tout cas. C'est ça. Enfin, pour vous deux, mais de prendre le temps. C'est ça. Et puis pour moi, il y avait forcément un avant, un après. Je passais à une autre étape de ma vie et j'avais besoin de prendre mon temps. Donc on en a parlé en 2017, 2018. 2018, voilà. On s'est lancé dans l'aventure. Et ça a été assez rapide. En 3-4 mois, j'ai pu tomber enceinte. Et alors, comment tu l'apprends ? Tu le ressens, toi, que tu l'es Non, j'ai pas eu de ressenti particulier. Quand je l'apprends, je pleure. Je me dis, il va falloir y aller, quoi. Et... je lui prépare une petite boîte pour le soir puisqu'il était au travail. Moi, je l'ai appris, j'étais à la maison et je l'attendais. Donc, je lui ai préparé une petite boîte, une petite carte, le test de grossesse. Il rentre, je lui donne la boîte et il est super content. Et il part en plus, il devait partir en Inde pour le travail le lendemain ou la semaine d'après. Donc, il part avec cette info et il me laisse à la maison avec ça. Mais voilà, c'était notre petit secret. Combien de temps il s'en va là ? Petite semaine, hein. C'était pas très long, mais bon. Donc toi, t'as le temps de te retrouver tout seul avec toi-même et de se projeter là ce qui t'arrive. Comment ça se passe ce début de grossesse ? Comment tu te sens, toi ? Plutôt bien. J'ai très peu de symptômes. Franchement, de manière générale, j'ai eu une très belle grossesse. Les débuts sont vraiment parfaits. J'ai pas de soucis particuliers. Pas de nausées, ou alors très peu le matin. Je prenais mes petits céréales et c'était tout, quoi. Mais vraiment, rien de fou, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. Non. En tout cas. Non. Et d'ailleurs, ça a été très abstrait très longtemps parce que ça a mis du temps à se voir. Et très longtemps, j'ai du mal à me projeter aussi sur l'après puisque ça a été très longtemps abstrait. Et c'est vrai qu'à partir du moment où le ventre prend forme, déjà, ça devient un peu plus réel pour nous. Parce qu'on le sent pas forcément au début. Et quand on commence à voir le ventre s'arrondir, quand on commence à ressentir les premiers coups aussi, là, ça devient plus concret. La première fois que tu vois l'image d'une échographie et que tu entends ce petit cœur battre, ça te fait quoi ? Là, déjà, ça te fait quelque chose de plus réel. C'est plus concret, encore plus. Alors, ça reste une image, c'est difficile de se dire, tiens, c'est marrant, c'est vraiment dans mon ventre. Après, quand ça a été concret, c'est quand j'ai appris que c'était une fille. J'ai appris le 8 mars, donc le jour de la journée mondiale des droits des femmes. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est une fille. J'avais un peu la pression sur les épaules. Alors, j'avais élevé une fille dans ce monde. J'oublierai jamais cette date. Je le souhaitais, avoir une fille, donc c'était chouette. Mais en plus, le 8 mars, c'était marquant, quoi. Oui, c'est vrai. C'est une belle... un beau clin d'œil. Ouais. Vos proches, comment ils réagissent ? Ils devaient attendre, non, tes parents, cette nouvelle-là, depuis tant d'années ? Écoute, surtout ma mère. Oui. Elle l'attendait. D'ailleurs, elle a été une des premières à le savoir. J'ai pas attendu les 3 mois. Je l'ai appelée. Elle a crié au téléphone. Elle m'a raccroché au nez. C'était bon, d'accord, ça commence bien. Ton petit frère, il avait des enfants ? Non, pas encore. C'était la première grossesse dans la famille. Ouais, c'est encore plus marquant. C'est ça. Ouais. Donc tout le monde était heureux. Tout le monde était heureux, mes beaux-parents aussi. Voilà, vraiment tout présager. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, moi, j'ai eu un peu du diabète gestationnel. Ah, c'est vrai ? Ouais. C'est un peu le truc un peu relou à la fin de la grossesse. Je rêvais de Smarties, de trucs que je pouvais absolument plus manger. Mais rien de méchant. C'était faisable.
Et alors, comment tu prépares cet accouchement? Est-ce que tu prends le temps de le préparer justement avec des cours, en se renseignant aussi de ton côté Alors des cours, les cours classiques de la maternité dans laquelle j'étais inscrite. Mais non, en fait, je me laissais porter par le mouvement sans me poser vraiment de questions. Je faisais confiance à ce qui allait se passer. Et puis bizarrement, l'accouchement, en fait, je me projetais jusqu'à l'accouchement. Après, j'avais du mal à me projeter dans le sens où qu'est-ce qui va se passer après. Je savais absolument pas ce qui allait se passer. Donc je me suis laissée guider. Mon mari était là. Enfin, vraiment, il était très, très présent aussi. Donc, pas de... Et t'avais des craintes, par contre, du coup, pour l'accouchement ou justement l'après? Ouais, plus pour l'après. L'accouchement, oui aussi, mais voilà, j'ai voulu accoucher dans un hôpital médicalisé, entouré. Voilà, je n'étais pas partie pour faire ça ailleurs. Et donc là, je me laissais porter par l'équipe médicale. Et pour l'après... j'avais plus peur de pas savoir faire. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que j'ai longtemps attendu, c'est que je me sentais pas capable. Alors pas confiance en moi aussi sûrement. Donc c'était plus ça, de pas savoir faire, de pas être une bonne mère, de pas y arriver en fait, puis de rencontrer un être qu'on connaît pas. Donc c'est qui, c'est quoi, c'était plus ça, voilà, ma capacité en tant que maman, alors que je l'étais pas encore tout à fait. Je le remettais déjà en doute. Enfin, je doutais de moi, quoi. Ça peut se comprendre. Hein. Ouais. C'est un petit être là qui va arriver dans vos vies après tant d'années à deux aussi. Ouais. Ça vient chambouler un quotidien. Comment ça se passe la fin de grossesse, l'accouchement? Est-ce que tu vis un bel accouchement? Quel souvenir tu en as Ouais, bien aussi. Alors, j'avais absolument peur d'avoir des premières contractions dans la semaine pour être toute seule et devoir aller à l'hôpital toute seule. Finalement, j'ai eu mes premières contractions un samedi soir. Je regardais Fort Boyard. Et ouais, je regardais Fort Boyard. Et là, j'ai senti les premières contractions et j'ai perdu un peu de sang. Donc, la maternité nous avait dit, bon, si vous perdez du sang, venez tout de suite. Donc, j'ai dit, bon, j'ai perdu du sang, qu'est-ce qu'on fait et tout. J'étais pas très loin du terme. Hein. J'étais à 4-5 jours du terme. Ah oui, donc c'était au bout. Ouais, je suis allée au bout, ouais. Et je dis vas-y, on y va. Donc je prends ma douche, comme on nous avait dit, prenez le temps et tout. Et puis j'arrive. Oh oui, vous avez percé la poche des os, donc j'avais rien capté. Ah ouais. Ouais. Vous êtes déjà ouverte à 3. Donc on vous garde, madame. Bien, disons. Ouais, franchement, j'étais choquée. Et toi, t'avais rien capté, oui, j'avais rien capté. J'avais pris un bain. C'était même pas une douche, j'avais pris un bain tranquille. Ah, ça avait peut-être aidé alors à accélérer un peu le travail. Puis de pas sentir peut-être la poche des os qui perce. Ah, bien sûr. Donc là, bon, tu vas, t'es bien. Je suis bien, j'avais pas spécialement mal. Donc là, ils me mettent en chambre. Il était peut-être 22-23 heures après Fort Boyard. Et puis mon mari rentre. À la maison, on était juste à côté. Le temps que ça se mette en route, je lui dis va te reposer, j'attends là dans la chambre. Et puis ça arrivait, les contractions assez fortes sont arrivées vers 1h, 3h du matin. Je sais plus les horaires exacts. Oui. Et je sais plus trop le déroulé, mais voilà, on me pose la péridurale. Mon mari arrive entre-temps. Et c'est assez rapide. Hein. Vraiment, en 12 heures de temps, elle est arrivée. J'avais très peur. Je me souviens d'avoir eu des démangeaisons. Avec la péridurale, j'ai eu une réaction allergique. Ah oui. J'avais comme des petits boutons. Ouais, ça peut arriver, c'est vrai. Ouais. J'ai eu ça, et puis je me souviens d'avoir très froid et de claquer des dents et de dire à maman, j'ai peur. Il n'y avait personne ce jour-là à la maternité. Enfin, j'ai l'impression d'avoir été la seule ce soir-là, donc c'était assez calme. Bon, tu avais une bonne équipe autour de toi alors. Ça. Oui. Qui avait le temps de s'occuper de toi, de son bébé. Ouais. Et puis elle est arrivée et je l'ai attrapée. Et elle ne respirait pas. C'était un peu le couac de la fin de cette grossesse. Elle respirait pas, donc ils l'ont emmenée. J'ai pas eu le temps de calculer. En plus, on est un peu dans les vapes à ce moment-là. Mon mari la suit, donc je me retrouve toute seule dans la salle d'accouchement. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Et elle avait du liquide amniotique dans les voies respiratoires, donc ils ont dû l'aspirer, ouais. Et elle est revenue dans une couveuse, tout allait bien et voilà. La rencontrer. J'ai pu la rencontrer. Et alors, est-ce que là tout est devenu plus simple dans ton esprit, plus
Alors pas évident tout de suite. Ouais. Comme je disais, un début de maternité difficile, un lien qui a été long à se mettre en place. Ouais, c'est un peu difficile d'en parler là aujourd'hui avec du recul parce qu'aujourd'hui c'est ma fille et je l'aime d'amour, mais de pas avoir eu ce lien tout de suite, c'est encore un peu difficile, ouais. Pourquoi tu parles du moment où vous êtes rentrés chez vous tous les trois? Ouais. Même à la maternité, on me l'a mise dessus. Enfin, j'ai l'impression de ne pas avoir calculé grand-chose aussi, d'être un peu sur une autre planète et de ne pas avoir eu l'impression que c'était ma fille. Enfin, parce que pourtant, elle est sortie de moi, mais vraiment un lien difficile à faire. Et après, une fois rentrée à la maison, pareil, j'avais plus l'impression de m'occuper de la fille de mon mari plutôt que de la mienne. Alors, l'expliquer, je ne saurais pas l'expliquer. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça arrive à plein de femmes. Ouais. C'est vrai. Et de voir ton mari avec elle, ça te faisait quoi? En fait, t'arrivais pas à trouver ta place? C'est ça. C'est plutôt ça? C'est plus ça, et de pas me sentir capable, encore une fois. Alors, je voyais mon mari se débrouiller très bien. Et vraiment, je suis reconnaissante de l'avoir eu à mes côtés. Et il a fait ça très bien le premier et le deuxième mois où j'ai été un peu à l'ouest. Alors, je l'ai allaitée. Ça a été difficile aussi, l'allaitement. Elle a été très souvent à mon sein. Je ne pouvais pas la lâcher. En fait, toutes les 30 minutes, elle avait besoin de téter. Donc, ça n'a pas aidé aussi parce que j'avais l'impression d'être piégée un peu et de perdre complètement ma liberté. Et... Alors, quand on est dans ça, on a l'impression que ça va toujours être comme ça. Oui. Donc, c'est vrai, on a du mal à visualiser dans quelques mois. Oui. Un nourrisson grandit. Là, quand on est dans le dur comme ça, c'est vrai qu'on a du mal à lever la tête, quoi. C'est ça. Donc j'avais la tête dedans. En plus, elle avait un reflux. Elle pleurait beaucoup. Je pouvais pas la poser en journée. Elle dormait pas la journée. Voilà, ça a été hardcore. Je me souviens de mon mari a repris assez vite le travail puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore ce mois de congé paternité, donc il est retourné assez vite au travail. Et un matin, il est parti et j'ai appelé ma mère. J'ai dit écoute, il faut que tu viennes parce que je vais pas tenir la journée en fait. Et ils sont arrivés avec mon père tous les deux et ils m'ont aidé. Bon, alors j'ai eu du mal à lâcher puisque j'avais beaucoup d'hypervigilance. Beaucoup dans l'hypervigilance, donc j'ai eu du mal à lâcher, mais au moins ils étaient là et avec nous, quoi. Oui, pour te soulager aussi. C'est important de savoir appeler à l'aide quand on en a besoin. Et pour toi et pour ton enfant, c'est très important et c'est courageux aussi de le faire, de savoir le faire. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire, donc c'est bien aussi d'avoir ce message-là aujourd'hui. Il ne faut pas non plus avoir honte de devoir le faire. Ah ouais. C'est ça aussi. C'est ça. Puis de vraiment, voilà, là, ça n'allait plus. Enfin, je sais pas si ce serait passé, mais vraiment, je me sentais à bout de force. Bien sûr, on dorme pas bien, donc évidemment, plus la fatigue et puis nerveusement, j'étais pas bien, quoi. Le reflux, il a été diagnostiqué par un pédiatre assez vite ou pas, du coup Assez vite, oui, parce qu'en fait, je passais mes nuits à lire des trucs et machin et à tout décortiquer. Et assez vite, j'en ai parlé au pédiatre qui n'a pas nié, qui m'a écoutée et elle a été mise sous traitement assez rapidement. Donc ça a aidé peut-être aussi. Ça a aidé et puis après ça a permis de tenir jusqu'à ce qu'elle mange solide et là ça a déjà soufflé un peu plus et entre-temps le lien s'était fait. Enfin, parce qu'au moment où j'ai arrêté d'allaiter, au bout en fait j'ai tenu jusqu'à un mois et demi, ce qui est peu, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est déjà super bien. Et quand on a décidé d'arrêter, voilà, mon mari lui a donné le biberon et je me suis mise à pleurer. Et c'est la première fois que je me suis sentie maman à ce moment-là de cet enfant, 1 mois et demi. Et mon mari aussi, je pense qu'il a été soulagé. Il m'a vu pleurer, il m'a dit « Ah là, j'ai vu que ça y est, t'étais bien la maman de cette petite fille et que t'y étais, quoi. » Enfin, Parce qu'avant ça, tu penses que t'étais un peu comme coupée de tes émotions vis-à-vis d'elle ? Ouais, c'est ça. Du mal à... Ouais, je sais pas. C'est très bizarre. C'est bien d'en parler. Ouais. Comment ça se passe alors après, une fois que t'as réussi à créer ce lien enfin là, comment se passent ces premiers mois de vie, son évolution Très bien, vraiment. Là, j'essaie d'être. Alors, ça a été pendant le Covid. Elle est née en 2019, 2020. On a tous été confinés et on s'est retrouvés, mon mari, Alice et moi, ensemble.
Ce qui était très chouette du coup, parce que moi je trouve que ça a permis de recréer ce lien encore plus. Alors c'était difficile parce que moi qui aime l'indépendance et la liberté et mon travail, c'était compliqué, mais au moins voilà, on était tous les trois. Et merci le confinement à ce moment-là en fait, qui nous a permis de nous rapprocher. C'est bien de l'avoir vécu comme ça. Ouais, je sais. Il y a plein de gens qui l'ont pas vécu de cette manière, mais pour beaucoup aussi, ça a permis de revenir un peu à l'essentiel, de ralentir aussi. Parce que toi, tu as un travail qui est prenant aussi, être photographe, notamment sur des mariages, c'est des week-ends entiers, c'est beaucoup d'heures après de travail aussi, en post-production et tout ça. Donc là, ça t'a permis de ralentir et de reconnecter un peu avec ta famille. Ouais. Puis de vraiment créer famille à ce moment-là. J'avais plus de travail, enfin je pouvais plus aller travailler, et puis mon mari il était avec nous, et c'était chouette. Ralentir et profiter. Il y a eu un moment de bascule dans ta maternité. Est-ce que tu peux me raconter, parce que je ne sais rien quasiment de tout ça, c'est Tony qui s'occupait de ton invitation ici, etc., de ta demande à venir témoigner. Est-ce que je sais qu'il y a un moment de bascule. Est-ce que tu peux déjà me parler de ce début-là, de ce jour-là ? Ouais. Alors déjà, pour commencer, Alice, c'est toujours été une petite fille très vive, très curieuse. Alors elle peut paraître un peu excitée, enfin voilà, très énergique et rarement en colère ou rarement en train de bouder et rarement à faire des bêtises. Ou à l'école, elle était toujours à l'écoute. Enfin, pas de problème particulier de comportement à l'école. Ça a commencé, disons, en mai 2025, l'année dernière. Elle avait 5 ans et demi. On a un premier message de son instituteur, elle était en grande section, qui nous dit, écoutez, depuis plusieurs jours, Alice, elle écoute plus dans la classe, elle abîme le matériel, elle fait des tresses à ses copines au lieu de travailler. Enfin, c'est en grande section, ça va encore, hein, c'est pas... Mais bon, bref. Il avait remarqué un changement de comportement. À la cantine, elle se met à lancer de la nourriture. Enfin, alors nous, ça nous a fait rire. Mais, mais effectivement, connaissant Alice, on s'est dit, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Ça lui ressemblait pas. Ça lui ressemblait pas. Petite crise d'ado. On nous avait dit 5 ans et demi, 6 ans, il se rebelle un peu. On s'est dit, bon, elle cherche, elle teste les limites, quoi. Puis nous à la maison aussi on l'a remarqué, c'était un peu plus dur, elle s'opposait un peu plus, bon encore voilà, elle a 5 ans et demi, rien d'anormal selon nous, mais un comportement qui changeait et un tempérament un peu plus dur. Mais qui te lame pas forcément Bah non, alors après effectivement c'est un peu plus dur au quotidien puisqu'il faut négocier, il faut râler, il faut lui expliquer, enfin mais ça nous alarme pas, quoi. Autour de vous, vous avez des amis qui ont des enfants aussi du même âge ou pas beaucoup ? Oui, on en a quelques-uns. Notre voisine, elle a l'âge d'Alice, elle est dans sa classe. Donc, effectivement, moi, au début, je comparais. Tu vois, Alice, elle fait la même chose. Enfin, vraiment rien de très flagrant. Ok. Donc, ça ne nous a pas alarmés. Donc, ça, c'était en mai. Donc, on a fini l'année scolaire comme ça, en croisant les doigts, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres bêtises à l'école. Donc, ça persiste sur mai, juin ? Ouais, ça persiste. C'est ça, 2 mois comme ça à l'école ? On dit à l'instituteur, on va lui en parler, on va voir avec elle. On a constaté effectivement un changement chez nous, mais puis il nous demandait en plus s'il n'y avait pas eu de problème à la maison. Enfin, il aurait pu dire peut-être qu'il y a un souci à la maison qui pourrait expliquer son changement de comportement. Donc, il n'y avait rien de particulier vraiment. Et donc, on finit l'année comme ça. Et en juillet, elle va en vacances chez ma mère, parce qu'elle prend toujours une petite semaine. Et puis, en allant la chercher, elle me dit, tiens, c'est bizarre, toutes les nuits, elle s'est mise à crier. Enfin, vraiment des réveils... on l'entendait crier, elle pleurait. Puis, elle a fait ça plusieurs fois. Tu vois, bizarre. Peut-être que c'est l'entrée au CP. Elle rentre en CP en septembre. On s'est dit, bon, elle est un peu stressée. En plus, on n'arrêtait pas de lui dire, tu vas rentrer au CP. Oui. Commençait un peu à être peut-être agacée, quoi. Et ça ressemble un peu à des terreurs nocturnes. Est-ce qu'elle en avait fait à l'âge de 2 ans, par exemple, quand ça arrive absolument assez pas. Fréquemment, elle n'avait pas du tout fait ça à 2 ans, 2 ans et demi. Okay. Alors là, en juillet, quand ça a commencé, c'était vraiment des pleurs, tu vois, un peu inconsolables. Mais elle était réveillée. Enfin, elle demandait à sa maman ou là, donc ta mère. Non. Okay. Donc nous, on la récupère au bout d'une semaine et puis ça continue chez nous.
Alors, ça a des pleurs et puis ça se transforme petit à petit en... Elle va se lever, elle va s'asseoir sur son lit, elle va se mettre à parler un peu comme ça, enfin, un peu étrange. Toi, t'as une caméra ? Alors oui, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est qu'on n'a jamais enlevé sa caméra. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que bon, elle avait quand même 5 ans, au bout d'un moment, je pense que c'est bon, on aurait pu l'enlever aussi. Mais on avait encore sa caméra qui filmait toute la nuit. Donc elle se déclenchait quand il y avait des bruits, donc on pouvait voir, mais en tout cas, entre les deux, on ne pouvait pas vraiment voir. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, on l'a encore sa caméra. On peut voir ce qui se passe quand il y a entre deux bruits, parce qu'il peut se passer aussi des choses. Oui, Enfin, c'est comme nous, elle se déclenche, elle Ouais. enregistre Oui, quand voilà. y a un mouvement Ouais, bah ou voilà. un bruit, effectivement. Bruit ou mouvement. Donc là, toi, tu voyais pas entre deux, tu voyais seulement quand il y avait un mouvement. Un mouvement ou un bruit. Ouais. D'accord. Donc évidemment, on la voyait s'asseoir. Comme je te disais, elle va se mettre, ou alors elle va se mettre à battre des pieds ou à faire des gestes avec les bras. Ouais, vraiment, elle va se mettre à parler, mais une voix très, très gutturale. Vraiment, c'est hyper flippant. Alors, c'est des vidéos que j'ai gardées. Bah oui, en plus, toi, tu découvres sur des vidéos le matin, Oui. en fait. Bah, sur le coup, en fait, au début, on allait la voir quand on entendait les cris. On allait les voir, puis en fait, on voyait qu'elle était rendormie. On disait, bon, bah, ça va. Enfin, tu vois, elle n'a pas, Oui, tu pas la besoin. laisses, quoi. Elle n'a pas besoin d'être rassurée. Donc, à chaque fois, au début, on allait la voir, puis au final, comme ça se répétait toutes les nuits, on n'y allait plus. On savait que, voilà, c'était Alice qui faisait son petit cauchemar. Enfin, ce qu'on pensait être des cauchemars. Ouais, toi, tu mets ça sur le dos d'un cauchemar, mais du coup, récurrent. Récurrent. Alors, cauchemar ou terreur nocturne, on en a parlé autour de nous. Oui, c'est normal, à cet âge-là, ils font beaucoup de cauchemars, ils font beaucoup de terreur nocturne. Vraiment, les premiers retours, c'était t'inquiète pas, peut-être elle est un peu stressée. Et puis, justement, notre voisine, qui a une petite fille du même âge qu'Alice, me dit, tu sais, Cléa, elle aussi, elle a eu ça. On est allé voir une kinésiologue. Et ça a été réglé en quelques séances. Je suis kinésiologue, enfin, je ne savais pas ce que c'était une kinésiologue. Et j'ai dit, écoute, pourquoi pas, on va tester. De toute façon, j'étais prête à tout faire pour comprendre. Et donc, on va voir cette kinésiologue, elle la manipule. Bon. Et elle me dit, voilà, il faut attendre un effet de 3 semaines à peu près. Ah, pour voir les effets. Pour voir les effets. Mais en attendant, toutes les nuits, plusieurs fois par nuit. Ça pouvait être plusieurs fois par nuit aussi. Il se passe des choses, c'est pas forcément la même chose, mais en tout cas, il y a une activité dans la chambre. Et ça dure combien de temps à chaque fois qu'elle se réveille? Ça dure longtemps? Ça dure 30 secondes. Ah oui, c'est très court. C'est très court, c'est pour ça quand Et elle se rallonge. Et elle se rallonge, elle se rendort. Ouais, donc j'ai toutes ces vidéos parce que, évidemment, moi, au début, ça nous faisait rire. Je l'envoyais à ma mère, regarde ce qu'elle a fait Alice, c'est très bizarre. Puis au fur et à mesure, ça s'est un peu amplifié, ça a changé de nature, c'était plus violent, elle se levait, pouvait se mettre à courir dans sa chambre. Donc, en plus, j'avais peur qu'elle descende dans les escaliers, qu'il se passe un truc. Ça a été de plus en plus violent dans les gestes et dans la récurrence aussi. Tu disais que c'était flippant même de voir les vidéos. Tu penses à quoi? Au début, tu penses à des cauchemars? Ouais, donc cauchemars. Donc, on a été voir une kinésiologue. Ensuite, on a été voir une psychologue. On a dit peut-être elle a un souci, elle a vécu peut-être un truc dramatique à l'école. Donc, rendez-vous psy avec elle, avec nous aussi en couple, pour voir un peu comment... Vraiment ça. Et puis, moi, je vois une psy depuis 5 ans. On en parle, bien sûr, évidemment, j'en ai parlé très vite, et puis on en parle, et même, en rigolant, je lui ai même dit, mais la prochaine étape, c'est quoi? Je vais appeler un exorciste, parce que là, on arrivait au bout de ce qu'on pouvait faire à ce moment-là, sans passer dans le côté médical. Pour l'instant, on n'y pense pas, on n'y pense même pas. Mais parce que, en fait, c'est tellement... je pense, j'imagine, tu vois, j'essaye de me mettre à ta place. Déjà, c'est perturbant. Ouais. T'es démunie en fait, et puis t'as jamais vu ça, t'as jamais eu à faire un tel comportement, et c'est ton enfant quand même. C'est ça qui est dur, et c'est qu'en plus, donc la nuit il y a ça, et la journée, le comportement c'est de pire en pire. C'est-à-dire que j'ai des frissons là d'en parler parce que je pense que ça a été traumatisant aussi la journée. C'est qu'elle se mettait à nous taper, à nous cracher dessus. Voilà, je me suis fait cracher dessus en juillet, pendant les vacances d'été, parce que pour une énième frustration. Tu vois, alors que, vraiment, et moi, en tant que mère
qui a été difficile, pour lequel j'ai du mal à trouver ma place, je me suis dit non mais c'est pas possible, j'ai raté un truc. Qu'est-ce que j'ai raté quoi ? Je suis pas une bonne mère, je me fais cracher dessus. Qu'est-ce qui se passe ? Tu remets tout en question, ouais, ta propre éducation, ton rôle de maman. C'est ça. Ton mari, qu'est-ce qu'il en pense quoi de tout ça ? Vous arrivez à en discuter tous les deux ? Ouais, alors lui, moi j'étais un peu dans le déni au niveau du comportement. Alors maintenant, quand j'y repense, je me dis c'est vrai que ça a été hardcore, mais lui, il a vu tout de suite son changement de comportement. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on a dites au docteur quand on a consulté. Il a mentionné tout de suite son comportement. Moi, je n'avais pas fait le lien tout de suite. Lui aussi s'est fait taper. Enfin, vraiment. Alors d'extérieur, ça pouvait passer pour un enfant mal élevé. Enfin, alors il y a ça aussi. Il y a cette image-là qu'on a dû, pour laquelle on a dû se battre, c'est que Alice, non, elle est pas mal élevée. Enfin, je pense pas. Et puis on nous a dit mais c'est peut-être un TDAH ou elle a un problème, elle écoute pas. Enfin. Il y a encore TDAH, on n'y est pour rien. Enfin, c'est aussi, ça arrive, malheureusement, on n'y est pour rien. Mais vraiment, on s'est senti. Moi, je me suis sentie pas à ma place aussi et jugée de l'extérieur. Exactement, ouais. Le moindre déplacement à l'extérieur, la moindre sortie, ça devenait compliqué. On sortait plus. Moi, je n'étais pas prête à affronter. Le regard et puis même dans la famille, enfin ma mère, il y a pas de souci, enfin je veux dire ma belle famille ça a été aussi, mais ils ont eu du mal à comprendre ce qu'on traversait. Mais parce que la journée, c'est un comportement sur toute une journée par exemple, c'était ou c'était vraiment des phases comme ça Ça peut être toute la journée et pour rien. La moindre frustration, ça pouvait partir. Et pourtant Alice qui était assez indépendante avant tout ça et qui savait jouer toute seule, elle jouait plus toute seule. Elle était constamment... Alors, elle se mettait dans le canapé, elle se mettait la tête à l'envers, enfin, elle faisait des trucs trop bizarres, comme si elle avait besoin, de se calmer aussi. Et elle se faisait du mal, se tirer les cheveux, à elle-même, tu vois ? Non, il n'y a pas eu ça. Non, c'était sur vous vraiment qu'elle déversait un peu sa... On ne sait pas, sa frustration. Oui, sa frustration. Et en même temps, comme beaucoup... Enfin, au début, je pense que tu le mets sur le fait de l'âge, de la rentrée en CP, etc., toutes ces choses, mais vers qui tu te tournes ? Est-ce que déjà tu penses à aller voir le médecin traitant ? Alors, on attend passer l'été et puis on prend rendez-vous avec sa pédiatre. Pas forcément pour son comportement, mais pour les terreurs qui continuent. En se disant, on va quand même en parler à un moment donné à un docteur. Alors, aujourd'hui, je regrette peut-être d'avoir attendu aussi longtemps, mais bon, en étant à notre place, ça a été difficile c'était difficile de faire autrement. Et puis, on a fait tout ce qu'on a pu jusque-là pour comprendre, jusqu'à ce qu'on finisse à l'hôpital, quoi. Parce que ça a fini à l'hôpital, cette histoire. Mais parce que le médecin l'a déjà et le pédiatre, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit que c'est normal ? Il vous dit que... Alors, on passe pas par la case médecin, puisqu'en fait, je prends rendez-vous et le samedi... Donc, je prends rendez-vous pour le mardi et le vendredi d'avant. Les terreurs sont très violentes dans le sens où ça se transforme un peu comme des convulsions, comme des paralysies. Si tu veux, elle a le regard qui part. Ouais. Elle a le regard qui part et elle se met à avoir un geste un peu comme ça, un bras tendu. Et là, en fait, ça faisait quelques nuits où je regardais sur Internet. Alors, on le fait tous, je sais c'est pas bien, mais ça m'a mis sur la piste quand même de chercher sur Internet. Et en fait, ils comparaient cauchemar, terreur nocturne et épilepsie. Et dans cette case épilepsie, il y a une épilepsie qui est très spécifique à la nuit, qui se manifeste uniquement la nuit. Et je m'étais dit, épilepsie quand même, non, elle n'est pas épileptique, quoi. Et les symptômes sont exactement les mêmes que ceux des terreurs nocturnes. Mais ça te rassure un peu d'avoir une piste comme ça, en tout cas médicalisée pour le coup, plutôt que de te faire des films en mode non mais là il faut appeler un exorciste, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. Parce qu'en vrai là quand tu décris des scènes comme ça, moi encore une fois j'essaye de me mettre à ta place de maman, tu vois ton enfant faire ça déjà. Bon, je pense que tu y vas vite parce que c'est ton enfant, mais est-ce que tu réfléchis déjà ou là là, ça peut être dangereux, ça peut être... qu'est-ce qui peut m'arriver ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais, jusqu'à ce qu'elle ait ces convulsions un peu bizarres, j'avais pas peur. Enfin,
j'avais pas peur, mais quand ça a commencé à être très étrange, j'avais l'impression même qu'elle avait pu respirer par moment, tu vois, que ça lui bloquait sa respiration. Alors, de voir épilepsie, ça m'a fait flipper, mais je me suis dit, bon, on va peut-être pouvoir faire quelque chose, en fait. Ouais. Peut-être trouver des réponses, et c'est peut-être pas la réponse que je voulais. J'aurais préféré que ce soit juste des terreurs nocturnes et qu'on nous dise, bon, bah, dans un mois, ça sera fini. Mais là, on nous dit pas, c'est que je découvre sur Internet que ça peut être de l'épilepsie. Donc, quand je constate sur les vidéos, parce qu'il faut pas oublier que j'ai les vidéos, c'est ce genre de mouvement, j'ai dit à mon mari, écoute, je pense que c'est de l'épilepsie. Donc lui, il n'était pas au courant parce qu'il cherchait, il savait pas ce que je cherchais. Je lui ai dit, je pense que c'est de l'épilepsie. Ben non, mais qu'est-ce que tu racontes ? Parce que les vidéos que tu vois là sur Internet, ça ressemble à ce que tu vois sur les vidéos de ta fille. Ouais. Et ça s'y rapproche. Voilà. Donc, on n'attend pas ce rendez-vous chez la pédiatre qui était prévu le mardi, parce qu'en fait, la nuit d'après, on assiste à une vraie convulsion épileptique, ce qu'on a l'habitude de voir dans les films ou je ne sais où, tremblement de tout le corps et un peu la bave et tout. Donc, on est choqués. Enfin, moi, cette scène, je suis choquée à vie. Je ne veux plus assister à ça. Donc là, on l'emmène aux urgences. C'est mon mari qui l'emmène aux urgences parce que moi, il ne faut pas oublier que c'est en pleine saison. J'ai un mariage le samedi et je peux pas. C'est très compliqué de se désengager à ce moment-là. Donc mon mari file aux urgences avec elle. Moi, je vais à mon mariage et puis il est reçu à l'hôpital qui est juste à côté de chez nous, donc le plus proche, un petit hôpital, là où elle est née d'ailleurs. Et mais là, c'était plus quelques fois dans la nuit, c'était toutes les heures. C'était rendu à toutes les heures et il y avait un truc. Non, mais du coup, en plus, ça veut dire que son sommeil, il y en a plus. Elle devait être exténuée la journée. Ouais. Donc forcément, ça joue encore plus sur le comportement, je pense. Ouais. Est-ce qu'elle t'en parlait quand même Elle avait conscience de son état, de ce qu'elle pouvait, dans quel état elle pouvait se mettre C'est difficile à dire. Elle avait tendance à nous demander mais qu'est-ce qui se passe la nuit parce que je pense que quand elle revenait à elle, on était autour d'elle. Donc elle devait se demander pourquoi ils sont là. Puis on lui disait mais tu fais des cauchemars ? T'as fait des cauchemars cette nuit ? Non. Je pense qu'elle n'était pas consciente. Mais bon, elle devait le sentir. Quand un corps convulse, physiquement, ça doit se sentir quand même. Et puis à ce moment-là, donc en plus de la fausse couche de l'ATSEM qu'elle a vécue, elle nous disait, elle nous parlait beaucoup de la mort. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fait de mourir ? Est-ce que ton cœur il s'arrête ? Enfin, elle avait beaucoup de questions un peu. C'était bizarre aussi du coup avec tous ces mouvements qui pouvaient me faire un peu peur. J'ai dit ça, elle parle beaucoup de la mort quand même. Et je pense qu'elle devait sentir aussi son cœur s'accélérer. Et donc, elle devait lier ça peut-être à une mort. Ou... Elle avait fait le lien, tu penses, avec ça ? Je pense. Ouais, tu penses elle n'en avait pas entendu parler aussi à l'école ou De la mort, non. Ouais. Et oui, non, mais ça te fait encore plus flipper quand elle te parle de ça. Donc, alors peut-être qu'elle se sentait... je pense que physiquement, elle devait le sentir quand même. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, elle en parle très peu. Elle en parle très peu. Qu'est-ce que ça va donner alors quand Bertrand l'emmène à l'hôpital ce jour-là Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, elle fait toute une batterie de tests. D'abord, il faut un scanner pour voir si c'est pas un cancer qui provoquerait les crises. C'est écarté tout de suite. Elle n'a rien. Et puis, après, elle fait une ponction lombaire. On adore. Pour éliminer toute méningite, tout, tu sais, un virus qui se serait mis dans son cerveau. Donc, elle subit une ponction lombaire. Et il la garde évidemment pour constater la nuit, parce qu'il voulait voir. De toute façon, ils n'allaient pas la laisser repartir avec ses crises, quoi. Et il la garde et ils lui font un électroencéphalogramme, un EEG. Ils passent des espèces de patchs sur sa tête pour observer l'électricité dans son cerveau. Et puis ils savent pas trop nous dire tout de suite. On sait pas, c'est pas très flagrant quand même. Bon, alors on sent qu'ils sont pas super compétents pour ça, et on est renvoyé du coup à un autre hôpital sur Paris, un plus grand hôpital pour les enfants. On est transféré par ambulance et je dis mais c'est moi, j'étais avec Alice à ce moment-là, j'étais toute seule avec Alice. Donc un jour ils déboulent dans la chambre et ils me disent bon, allez,
on part à l'hôpital à Paris, il y a une ambulance, on vous emmène tout de suite. Alors moi, j'étais en panique, je fais attendez, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez découvert un truc ? Non, c'est juste qu'il y a une ambulance qui est prête, on y va. T'avais peur, toi, qu'on découvre une maladie, quelque chose de... Ouais, moi j'avais, en fait, alors, le jour où elle est arrivée à l'hôpital avec mon mari, moi j'étais sur un mariage, donc j'étais en contact permanent avec ce qui se passait. Donc ma crainte ultime, c'était qu'on lui découvre un cancer. Donc moi, c'était ça pour moi ma plus grosse peur. Donc quand on est arrivé à l'hôpital, l'autre hôpital, ils lui ont refait tous ses examens. Donc Pouvrette, elle a dû resubir une ponction parce que celle qu'ils avaient fait dans le premier hôpital n'avait pas fonctionné. Enfin, elles n'avaient pas été assez pointus sur les choses qu'ils devaient prélever. Et puis ils refont un EEG, enfin un électroencéphalogramme, et voilà, et on attend les résultats. Et toi, tu peux leur apporter les éléments que tu as aussi, les vidéos. Oui. Est-ce qu'ils prennent le temps de regarder le comportement qu'elle a la nuit, par exemple ? Ouais. Donc oui, là, heureusement, on avait les vidéos, ce qui a accéléré le diagnostic et aussi la localisation de l'épilepsie, puisque ce qui provoque ces épilepsies, c'est parce qu'il est situé sur le lobe frontal, qui provoque des crises nocturnes. Voilà, donc avec ces vidéos, ils ont pu tout voir, quoi. Tout mettre à bout. Tout mettre à bout, ouais. Mais alors là, ils te donnent le diagnostic d'une épilepsie. Ouais. Est-ce que tu peux... parce que même moi, je vois, oui, j'ai déjà vu une crise d'épilepsie, déjà c'est impressionnant, sur un adulte, alors sur un enfant qui est le sien, j'ose imaginer. Ouais. Qu'est-ce que c'est en fait, en vrai, l'épilepsie ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une activité anormale du cerveau, l'activité électrique. D'un coup, il y a comme un gros orage qui va se déclencher dans le cerveau et qui va provoquer des symptômes plus ou moins différents. On peut avoir, comme Alice, des réveils nocturnes, des terreurs nocturnes, ou ça peut être des mouvements de bras, ou ça peut être sans que ça dégénère en crise convulsive, comme ce qu'on peut imaginer. Ça peut l'être, comme ça l'a été pour Alice, parce que ça n'avait pas été pris en charge, et donc ça avait dégénéré. Et il y a un traitement, alors ? Il y a un traitement qui a été mis en place assez rapidement, mais qui est long à être mis en place. C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence, on n'aura pas les résultats tout de suite. Les effets sont pas directs, quoi. Ouais. Et puis, ça peut avoir des effets aussi de comportement en plus, ce traitement de somnolence. Enfin, c'est un traitement qui est assez lourd, sans garantie que ça fonctionne. Ça peut fonctionner partiellement, ça peut ne pas fonctionner du tout, comme ça peut fonctionner, et supprimer les crises. Mais alors, qu'est-ce que ça engendre, surtout aussi sur son... Là, quand tu as ce diagnostic-là, qu'est-ce qu'on te dit ? Les médecins, ils te disent quoi sur son quotidien ? Qu'est-ce que ça va être maintenant, à partir de là ? Alors, ils disaient rien du tout. Et moi, j'ose pas poser de questions, et mon mari non plus, parce qu'on n'a pas envie d'être confronté vraiment à ce qui nous attend. On prend les choses au jour le jour. À ce niveau-là... on ne peut pas faire autrement que de prendre un jour à la fois. Et moi, personnellement, je n'ose pas poser de questions aux médecins. Alors, j'en pose, je tends des perches pour essayer de nous rassurer, mais ils ne nous rassurent pas vraiment en nous disant on ne peut pas vous dire, on ne peut pas prononcer. Pour certains, ça marche, pour certains, ça ne marche pas. Donc, on verra. Ils n'ont pas été... en tout cas, au début, ils n'ont pas été très rassurants, parce qu'en plus, comme c'était assez sévère, son épilepsie, ils avaient très peu de visibilité sur la suite. Et sur le diagnostic à 1 mois, 2 mois, ils ne savaient pas nous dire... et je pense qu'ils ne voulaient pas se mouiller non plus. Parce qu'en plus, sur des enfants, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont l'habitude de voir ça Enfin, ça aussi, c'est complexe sur un enfant. Alors, ta fille, elle parle quand même, elle est capable d'exprimer des choses, mais... je ne sais pas si on a assez de recul sur ça. Et pourquoi ? Est-ce qu'on sait dire pourquoi ? Est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce qu'elle est née avec ça ? Est-ce que c'est venu après ? Et pourquoi ? Alors, ça peut être une malformation du cerveau ou une micro-fissure s'il y a eu un choc ou s'il y a eu un traumatisme. C'est ce qu'ils essayent aussi de voir à l'IRM, puisque plus tard, elle a fait aussi un IRM pour essayer d'expliquer l'épilepsie. Elle n'a rien sur l'IRM, donc ni malformation, ni... cicatrice ou autre. Ils savent pas l'expliquer. Ça peut être aussi dû à sa maturité, la maturité du cerveau. C'est-à-dire qu'on a bon espoir qu'en grandissant, ça disparaisse.
C'est d'ailleurs pour la plupart des enfants, ce qui se passe, c'est qu'en grandissant, ça s'atténue. Parce que le cerveau se développe et que c'est une zone qui est assez fragile et sensible pendant l'enfance. Donc en grandissant, ça part. D'accord. Mais encore, voilà, on ne sait pas, le pourcentage, je ne le connais pas non plus de ça. Donc ils ne savent pas l'expliquer. C'est peut-être aussi, ça peut être génétique aussi, ça peut être une maladie génétique. Qui se serait déclenchée comme ça avec du la jour au fusion lendemain. de nos ADN. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, mais... Donc toi, tu pars avec l'espoir que ce traitement déjà fonctionne, mais est-ce que tu as conscience que, du coup, on t'a expliqué que ça ça met du temps à agir? Ouais, ça met du temps. Ça, on t'a expliqué quand même. Et ouais, sans m'expliquer, ça met du temps et ça peut aussi ne pas fonctionner. Et aussi. Donc là, en fait, tu sais pas à quoi t'en tenir quand vous partez de l'hôpital. Donc, il nous laisse partir de l'hôpital parce qu'elle ne fait plus de grandes crises convulsives. Elle a encore des réveils nocturnes. Elle va se lever, elle va regarder. C'est impressionnant. Oui, c'est très impressionnant. Elle se lève, elle va regarder, elle va se recoucher ou alors... voilà. Donc, il nous laisse repartir. Mais le retour à la maison n'est pas synonyme d'apaisement. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut... elle ne retourne pas à l'école tout de suite. Parce que c'est compliqué et puis son comportement aussi n'est pas adapté et puis les nuits sont encore fatigantes. C'est que on se retrouve avec Alice qui aussi son comportement est aussi difficile et les nuits ne sont pas reposantes et moi je perds espoir quoi parce que je vois elle a un traitement, ça se calme pas et puis je suis en hypervigilance à regarder toutes les nuits la vidéo, elle a bougé ou elle a crié ou et de me dire qu'est-ce qu'on fait en fait après, c'est quoi la prochaine étape en fait, on m'aurait dit bon allez pendant 3 mois tu prends le traitement et puis on voit, mais là on n'a pas de perspective quoi. Ouais, là tu t'avances à l'aveugle quoi. Ouais. Et puis t'as peur pour elle J'ai peur pour elle aussi parce que je me dis, une crise, t'as le cerveau qui... Je sais pas ce que ça peut faire au cerveau, mais ça peut être grave, quoi. Ouais, de suite, c'est très impressionnant, en fait, quand ça touche au cerveau. Et en plus, ça peut se faire mal, effectivement, même la nuit, en se cognant. Est-ce que tu réadaptes des choses, du coup, aussi, dans sa chambre ou... On enlève... en fait, elle a un lit assez bas, donc je me dis, bon, si elle tombe du lit, ça va. Mais on a retiré sa table de nuit avec les coins et tout, et on a mis des peluches un peu autour. Tu lui expliques à Alice ce qui se passe dans son cerveau? Ouais, on lui explique un peu parce qu'évidemment elle voit qu'elle prend un médicament et on lui explique voilà, elle a une maladie qui lui fait faire des choses un peu bizarres la nuit, mais c'est pas grave, c'est pris en charge. Enfin, on veut pas non plus l'inquiéter plus que ça et voilà. Et le quotidien est lourd puisque y a à la fois Alice qui n'est pas bien et moi aussi qui se projette en me disant en fait comment ça va être, qu'est-ce qu'on va devenir, puis moi j'ai un peu tendance à dramatiser le scénario, donc la fin d'année là 2025 jusqu'à Noël c'était compliqué quoi. Et elle te pose des questions notamment sur son absence à l'école? Ouais, aussi, ouais. Elle doit pas comprendre pourquoi elle voit pas ses camarades. Ouais, je lui dis. Alors, on lui dit parce que elle a besoin de se reposer, mais on lui explique quoi. Après, elle a fait des matinées, elle y est retournée quand même progressivement. Enfin, jusqu'à Noël, elle n'est pas restée à la maison, mais progressivement, on a fait des matinées, des après-midi. J'allais la chercher plutôt à l'école. Et puis, dès que la maîtresse voyait un truc, elle me prévenait quoi. Et d'ailleurs, je reviens sur le diagnostic et la période avant l'hospitalisation. Ce qui a accéléré aussi l'hospitalisation, c'est qu'un jour à l'école, ils nous ont appelés. Et il n'y avait pas seulement sa maîtresse actuelle, il y avait aussi son instituteur de grande section. Ils étaient tous les deux au téléphone pour nous dire, écoutez, Alice, ça va pas du tout à l'école. C'était en septembre. Donc déjà à la rentrée de CP, ça va pas du tout. Elle s'était sauvée de sa classe pour aller se cacher dans une classe ailleurs. Et ne la retrouvait plus. Donc en fait, elle avait des comportements un peu... elle n'avait pas de filtre. Donc en fait, elle savait plus... On avait l'impression qu'elle savait plus ce qui était bien ou mal. Bon, elle a 6 ans, ok. Mais on peut imaginer quand même à cet âge-là qu'on n'a pas le droit de sortir de la classe.
s'en fichait. Elle sortait, elle se mettait à cracher aussi sur la maîtresse. Enfin, Et puis elle aurait pu se mettre en danger aussi. oui, c'est ça. Bon, c'est ce qu'on lui a dit à l'époque, mais évidemment, elle n'était pas consciente de tout ça. Mais Parce que déjà même, est-ce qu'elle se rendait compte de ce qu'elle faisait? c'est ça. On sait pas ça. On sait pas. Et moi, et les fois où elle me crachait dessus, quand ça redescendait un peu et qu'on pouvait se reparler, je lui disais mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui te prend? Enfin, qu'est-ce que c'est pourquoi tu m'as craché dessus? Enfin, je comprends pas en fait. T'as eu de la colère? Ah ouais, j'ai eu beaucoup de colère. J'ai eu beaucoup de colère. C'est ce qui a remonté. Je me suis retrouvée plusieurs fois à aller taper dans mon lit, mes oreillers. J'ai tapé dans un mur aussi. Ça a été physiquement, c'était dur, oui, et émotionnellement, c'était très dur. C'est ce que je disais dans mon post Instagram, c'est que j'ai eu l'impression d'aller la chercher en enfer, quoi. C'était... Je devais aller la rechercher, je savais qu'elle était toujours là, parce que c'était toujours la même petite fille avec ses traits de caractère et tout, mais elle était loin. Enfin, vraiment... Ouais. Tu voyais dans son regard que c'était elle, ou même son regard avait changé? Son regard avait changé. Ça, c'est dur. Ouais, elle était... Ouais, elle était à la fois éteinte, et puis en plus elle était souvent morose, un peu tristoune, et alors bien sûr en colère aussi, mais elle était moins joyeuse, quoi. Donc vraiment, avec mon mari, on s'est dit en fait, on va aller la chercher, quoi. On va aller la chercher en enfer. Et moi, c'est ce qui me reste aujourd'hui, c'est que je suis allée la chercher, quoi. C'est fort comme image. Ouais. Et moi, mon mari, heureusement, il a été... parce que moi, je suis plutôt un tempérament explosif et expressif. Lui, il est plutôt calme, stable et plutôt serein. Et je me suis beaucoup appuyée sur lui. Et je ne revenais pas qu'il restait aussi calme. Et un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment tu fais pour pas exploser? Enfin, moi, je ne pouvais pas. Il me dit, écoute, moi, voilà comment je vois la chose. Alice, là, aujourd'hui, je prends au jour le jour et quand je me lève le matin, je me demande ce que je peux faire pour elle. Si elle a besoin, je vais faire ce dont elle a besoin. On verra la suite. Pour l'instant, aujourd'hui, elle a besoin de moi. Je suis là, en fait. Et heureusement qu'il a été comme ça, parce que si on avait été tous les deux comme moi, ça aurait pu être violent aussi. Ouais, parce que tu perds patience, et envers elle, et envers toi-même aussi, ouais. Puisque tu ne sais pas comment agir, tu ne sais pas comment l'aider, au final. Ouais. Tu sais pas... Enfin, c'est puis tellement même difficile. Entre nous, on se renvoyait, parce qu'on avait tendance à se renvoyer la balle. Avant qu'on sache que c'était l'épilepsie, on s'est dit, ouais, mais tu lui as dit ça, alors regarde, elle réagit comme ça. Et tu vois, quand on se posait la question de savoir si on avait fait quelque chose de mal dans l'éducation, on s'est dit, écoute, comment tu lui parles, regarde comment elle réagit. Après, moi, je culpabilisais de me disputer avec lui devant elle. Je me suis dit, attends, mais on n'arrange pas la situation, en fait. Donc même nous, ça nous a demandé un effort surhumain, quoi. Oui, parce qu'en fait, vous cherchiez aussi la cause de tout ça. Avant de savoir que c'était l'épilepsie. Oui. Qu'est-ce qu'on a pu dire? Qu'est-ce qu'elle a pu voir? Ouais. Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est ailleurs? En fait, tu peux t'imaginer tout et n'importe quoi. Surtout aujourd'hui, on voit tellement de choses. C'est ça. Notamment dans le périscolaire, etc. Ouais. Est-ce que même tu t'es posé des questions là-dessus? Oui, oui. Enfin, on s'est demandé s'il n'y avait pas eu quelque chose de grave à l'école. À la maison, non, parce que on a quand même confiance l'un envers l'autre et on sait très bien ce qui se passe, mais on a tout exploré. C'est pour ça, je te dis, même l'exorciste, ça aurait pu être une piste. Et d'ailleurs, je pense que des enfants épileptiques au Moyen-Âge, ils allaient voir un exorciste, quoi. Parce que ça a tout d'une possession, presque. Qu'on y croit ou non, de toute façon, oui. À toutes ces choses-là. Oui, moi, j'y étais plus à ça près. Donc, je pense que, obligatoirement, tu y penses, quoi. Est-ce que, d'ailleurs, de ça, t'en parles? T'oses en parler, à part à ton psy? Ouais. À ta maman, par exemple t'en parles autour de toi, ou t'as peur de paraître folle? Non, j'en ai parlé, mais sous le ton de la plaisanterie. Mais après, pour te dire, j'ai même cherché du transgénérationnel, dans le sens où je me dis, attends, peut-être qu'il y a des traumas de ma mère que je porte, qui se transmettent, et peut-être qu'elle ressent des choses. Et vraiment, j'ai tout exploré, sauf l'aspect médical qu'on a fait malheureusement, quand on était au pied du mur, quoi. Bien sûr. Et alors que, en temps normal, peut-être que c'est ce que tu aurais fait sur d'autres symptômes. Oui, oui. Je sais pas, moi, de la fièvre ou peu importe, oui. des trucs lambda, beaucoup plus lambda. Oui.
T'aurais peut-être cherché, bon, bah tiens, elle a de la fièvre, plus un petit bouton là. Évidemment, ouais. T'aurais cherché dans le médical, quoi. Ouais. Mais là, c'était tellement. Enfin, plus les Puis images, c'est jamais- marquant, quoi. Bah, puis jamais entendu parler de ce genre de truc, quoi. Enfin, pour moi, l'épilepsie, c'est pas ça, quoi. T'en parles, une fois que t'as le diagnostic, t'en parles évidemment à l'école Ouais. pour justifier son absence. Ouais. Est-ce qu'ils mettent des choses en place? Non, ils mettent rien en place, mais par contre, ils me demandent si. Parce que, effectivement, en parlant, je me rends compte que c'est pas très clair l'épilepsie pour les gens. Enfin, ce qui est normal, pour moi, ça ne l'était pas non plus. Et une des premières questions, c'est est-ce que il faut prévoir quelque chose pour elle? Est-ce qu'elle va faire des crises la journée? Je dis non, c'est que la nuit. Et donc, c'est plus être aussi confronté au regard des gens, parce que c'est invisible, en fait, ce qu'elle a, Alice. Et puis, effectivement, elle peut avoir un comportement un peu impulsif des fois. Est-ce qu'on le justifie parce qu'elle est épileptique ou parce qu'elle est un peu comme ça, quoi. Ouais. C'est un peu compliqué. Parce qu'elle peut être vue, comme on disait tout à l'heure, à l'extérieur, comme une enfant terrible C'est ça, par moment. Ou, Ouais. alors que c'est pas elle, quoi. Enfin, Est-ce que puis après, à un moment donné, il faut arrêter aussi de le justifier avec l'épilepsie. C'est ça qui est délicat aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt confronté à ça. Aujourd'hui, son épilepsie est plutôt stabilisée. Mais tu vois, cette semaine, alors que tout allait bien depuis la rentrée des vacances, jeudi, elle a cassé des lunettes. Bon. J'ai le périscolaire qui m'appelle à midi. Oui, Alice, elle a cassé des lunettes. Je suis d'accord, mais ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Enfin, non, elle a écrasé les lunettes d'un garçon. Bon, ok, je dis, c'était un jeu peut-être. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? ouais. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le dos de l'épilepsie ou pas, en Voilà, fait. est-ce Ça, qu'on va c'est pas le super, justifier non plus Et c'est dangereux aussi. Ouais. Parce que c'est laisser la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Alors, est-ce que là, on la punit parce qu'elle a fait ça, ou est-ce qu'on peut pas la punir parce que c'est pas de sa faute? C'est ça. Donc, alors ça, c'est un contexte particulier, par contre. Ouais. Donc là, quand elle est revenue à la maison, elle nous a direct dit ce qui s'était passé. Et on a très vite compris que c'était un jeu et qu'elle l'avait pas fait exprès. Enfin, parce que selon le périscolaire, c'était fait exprès. Enfin, moi, il m'avait dit, oui, elle a délibérément écrasé les lunettes. Et bon, bref. Ouais. Et là, en discutant avec elle, je comprends que en plus, c'est un garçon c'est un petit garçon c'est son copain, quoi. Donc, donc, on lui a fait faire une lettre d'excuse avec un petit mot à donner à son copain avec un dessin, histoire qu'elle répare un peu son erreur. Mais voilà, un peu ce à quoi aujourd'hui on est confronté, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre de l'épilepsie et de son âge aussi. Et... Oui, en plus, à cet âge-là, il y a quand même plein de choses qui rentrent en jeu. Hein, c'est ça. Et comment, toi, t'arrives à t'évader de tout ça? Là, je parle de vraiment l'année dernière, du coup. Ouais. Comment tu fais pour souffler un peu Est-ce que tu y arrives? Ça a mis du temps. Ouais, ça a mis du temps. En fait, jusqu'en décembre, je faisais rien. Je me suis un peu renfermée sur moi. Janvier non plus. Ça s'est calmé un peu en février. À partir de février, ça s'est calmé. Vous voyez enfin les effets du médicament. Et je suis partie chez une amie qui habite à Strasbourg. Et d'ailleurs, c'est une des amies qui m'a incitée à témoigner. J'ai du mal à m'évader. Et d'ailleurs, quand on a des rechutes, parce qu'on en a eu en avril, fin mars, début avril, on a eu des rechutes un peu la nuit. J'étais repartie dans les angoisses et on va jamais s'en sortir. Parce que là, quelques mois après cette hospitalisation, donc est-ce que tu vois un changement? Oui. Grâce à ce traitement, plutôt positif? Plutôt positif, oui. Là, il y a un changement. Donc, je veux rassurer tout le monde, tout va bien aujourd'hui. On l'a retrouvée. Enfin, moi, j'ai retrouvé la petite fille que j'avais toujours connue. Sans activité spécifiquement bizarre la nuit. Enfin, de temps en temps, elle va peut-être lever le bras. Mais bon, pour un parent lambda, ça pourrait passer. Bon, il a un petit réveil nocturne. Mais nous, en étant un peu sensibilisés, on décrypte tout et sous le prisme de l'épilepsie. Mais non, aujourd'hui, ça va. Ça va. On prend encore un jour à la fois parce qu'on sait qu'il peut y avoir des rechutes. Comme on l'a vu en mars, on a dû retourner à l'hôpital en mars pour une hospitalisation de jour. Ils voulaient lui refaire un électroencéphalogramme puisqu'on avait de nouveau des trucs bizarres la nuit. Donc, ils ont réaugmenté la dose parce qu'ils pensaient avoir atteint Comme elle a grandi aussi entre-temps, ils ont réaugmenté la dose. Et non, voilà, ça va.
Aujourd'hui, ça va. On est partis à Londres il y a 2 semaines, tous les 3. Donc, Et t'es consciente, c'est OK avec ça, qu'il peut y avoir des rechutes. Maintenant, tu le sais puisque vous l'avez vécu. Une fois que le traitement a quand même bien fonctionné, hop, ça a rechuté une fois. Est-ce que c'est OK pour toi de te dire, bon, bah, allez, demain, peut-être que ça va repartir et puis ça va faire que ça? Est-ce qu'on sait te dire aussi, avec du recul maintenant, un peu de recul, parce que c'est quand même récent, comment ça évolue? Pareil, ils disent rien. Alors non, j'ai du mal avec les rechutes. Je vais pas te mentir, parce que j'ai l'impression de repartir dans la boucle infernale dans laquelle on était l'année dernière. Et là, tu vois, attends, d'accord, on est en mai. En mai, on a eu 0 activité du tout pendant 4 semaines la nuit. Donc j'ai envoyé un message au neurologue, puisqu'on reste en contact avec ces neurologues pour suivre un peu le dossier. Et j'ai fait un mail en disant, bah voilà, depuis 4 semaines, on n'a rien du tout, depuis qu'on a recommencé la dose. Et il a enfin dit, le neurologue, c'est une bonne nouvelle. J'ai fait, bon, allez, on peut enfin dire que... Je prends. Ouais, je prends la bonne nouvelle, ouais. Et par contre, est-ce que ça a un impact ça peut avoir un impact sur sa santé? Est-ce que ça peut être dangereux pour elle? Le traitement? Le traitement, ou même ne serait-ce que déjà l'épilepsie. C'est des questions que je n'ose pas poser non plus. C'est toujours pas aujourd'hui. Non, c'est peut-être plus... Alors, ils ont vérifié son développement cognitif, voir si elle n'avait pas perdu ses capacités, tu vois, genre la lecture ou les choses à l'école. Ça pourrait avoir un impact sur ça ne l'est pas aujourd'hui. Ça a un impact sur son comportement, en tout cas. Chez Alice, ça se manifeste comme ça. Ça a un impact sur son comportement. D'accord. Donc... mais non, elle a rien perdu de ses capacités. D'ailleurs, ce qui était fou, c'était quand on était à l'hôpital et qu'on attendait le diagnostic et qu'elle était complètement sur notre planète. Elle arrivait à se concentrer sur la lecture. Enfin, alors qu'elle venait de rentrer au CP, elle savait lire. Enfin, moi, je me disais, mais c'est fou. J'ai l'impression d'avoir un enfant un peu fou, parce qu'elle avait d'extérieur, ça faisait ça. Et elle avait rien perdu, quoi. Je me dis, mais... Et justement, peut-être que ça l'aidait à s'échapper un peu de cet état-là. De devoir se concentrer sur quelque chose qu'elle aime, peut-être. Ça peut être une bonne piste, ça, déjà. Ça pouvait, et c'était un peu les seuls moments calmes qu'on avait à la maison, c'est quand soit elle lisait ou qu'on lui lisait des histoires. Parce que sinon, ça sautait partout. Enfin, elle avait du mal à rester concentrée. Tu disais que tu l'avais retrouvée, ta petite fille. C'est fort comme mot. Je l'ai retrouvée et en même temps... je me suis trouvée peut-être comme maman, parce que, comme je te disais, j'ai eu du mal avec la maternité. Et malheureusement, passer par cette épreuve, ça m'a rapprochée d'elle. Et je mesure la chance que j'ai d'être complice avec elle quand on rigole le matin ou quand on joue, enfin vraiment des choses simples de la vie, des choses qu'on ne pouvait plus faire parce qu'elle n'était plus là. Je le savoure encore plus aujourd'hui, quoi. C'est débile parce que tout le monde va dire ça. Bah oui, mais c'est facile à dire après une épreuve pareille. Bah ouais, mais... Non. C'est... Ouais. Et puis d'être allé aussi loin, comme je te disais, d'être allé aussi profond dans mes capacités. Alors là, pour le coup, je pense que j'ai testé l'amour inconditionnel. Je peux vous le dire. Parce que se faire cracher dessus, taper et rester présente pour votre enfant alors qu'il vous rejette. Et moi, clairement, elle me disait aussi, elle avait des mots très durs, puisqu'elle m'avait dit je vais mettre du poison dans ton verre, tu vas mourir. Ça a été... C'est pas vrai? Ouais. Ça a été jusque-là. Et c'est ma psy qui me l'a rappelé. Quand on en a reparlé, elle m'a dit mais vous vous souvenez pas? Elle vous a dit ça aussi. J'avais oublié. Mais du coup, toi, t'as quelle réaction quand t'es dit un truc pareil? Alors, moi, bizarrement, je restais assez calme et je lui disais, c'est bien, Alice, mais moi, je t'aime de tout mon cœur. Pour essayer de pas m'emporter et de pas craquer. Moi, mon but, c'était de lui montrer que quoi qu'il se passe, j'étais là, en fait. Et en fait, je pensais à ce moment-là, puisqu'on n'avait pas encore le diagnostic, à ce moment-là, je pensais qu'elle essayait de nous tester un peu sur la force de notre amour. C'était allé un peu loin, mais... Et donc, je me dis, non, vas-y, tu restes là et tu lui dis que tu l'aimes. Je la regardais droit dans les yeux, je lui dis, tu sais, Alice, moi, je t'aime très fort. Enfin, moi, je t'aime pas. Enfin... Wow.
C'est violent, hein. C'est très violent. Venant de sa petite fille qui a 5 ans et demi. C'est très violent. Donc aujourd'hui, elle me dit qu'elle m'aime. Enfin, il n'y a pas de problème. Ça fait du bien. Donc voilà. Et c'est des choses qu'on a vécues en vase clos, puisqu'on était tous les trois. Donc c'est difficile d'expliquer tous ces mots, tous ces gestes. Ouais, ta fille, elle est mal élevée, ou je sais pas, ouais, c'est une enfant terrible. Ouais, excuse-moi, mais moi, elle voulait me mettre du poison, elle voulait me tuer, quoi. J'avais jamais entendu un truc pareil. Non, mais franchement, si j'avais entendu cette histoire-là, je me dis, attends, c'est quoi cette sale gosse, quoi. Enfin, franchement, ça m'a donné une leçon aussi à moi, hein, de pas juger sur ce que je vois, sur les mamans que je peux voir et les jugements qu'on peut porter. C'est les enfants qui font des crises dans les supermarchés, qui se roulent par terre et tout ça. Ouais. Je pense qu'à partir de maintenant, je les verrai plus pareil. Non, tu sais que moi, elle m'a fait une colère comme ça devant l'école, à 16h30, quand je suis allée la chercher. Devant tout le monde. Bah évidemment, sinon c'est pas drôle. Elle s'est mise à hurler, à se mettre par terre. Heureusement, j'étais avec Bertrand à ce moment-là, je le sentais. Je lui ai dit, viens avec moi aujourd'hui la chercher à l'école. On était tous les deux, et là, je me suis dit, c'est terminé, les mamans, je les jugerai plus jamais. Alors que, alors personne ne nous regardait, mais peut-être qu'ils n'osaient pas regarder non plus, mais ils ont pu... J'imagine ce qu'ils ont pu imaginer, quoi, dans leur tête. Il y en a qui étaient au courant, peut-être, après non. J'en ai parlé à quelques mamans, mais... Les copains de la classe, quoi. Oui, voilà. Pour expliquer un peu l'absence, ou parce que ça s'était su qu'elle avait été à l'hôpital. Oui, les gens devaient se demander qu'est-ce qui se passait aussi. C'est ça. C'est incroyable. Ouais. Et ton mari, dans tout ça, lui, il a subi aussi ces violences oui, ouais. verbales envers lui aussi. C'était pas te rassurer, ça? Alors, ça peut paraître égoïste, mais c'est important. Est-ce que c'est de se rassurer que ça soit pas qu'envers toi? Non, c'était pas qu'envers moi. C'était tous les deux. Ça te rassurait, ça? Pas vraiment. Oui, c'était pas dirigé spécialement contre moi, mais ça me rassurait pas plus, quoi. Mais enfin, mon mari, ça a été... Pourtant, je te disais, il est quand même de tempérament très calme et prendre du recul et poser. Mais je l'ai vu s'énerver. Mais comme jamais, je l'ai vu s'énerver, en fait. Contre elle, malheureusement. Enfin, à un moment donné, à lui hurler dessus, mais on a tellement été à bout que... C'est... Ouais. Et donc, quand je le voyais comme ça, je me disais, c'est hardcore, quoi. Enfin, de le voir hurler... Tu bouges pas, t'arrêtes de bouger. Enfin, on sait pas comment faire. Non. Face à ça. Et vous deux, votre couple, comment vous arrivez? Parce que tu disais tout à l'heure que vous vous remettiez un peu la faute dessus, l'un l'autre, ce qui semble aussi normal. Hein, on cherche. Pourquoi, on cherche, comment Et puis on n'a pas envie d'être la cause et on n'a pas envie que non plus l'autre soit la cause. Mais comment vous avez réussi à traverser cette épreuve ensemble? Alors, on s'est mis en mode guerrier. Alors, on a formé une équipe plus que jamais. On l'était déjà, mais on a formé une vraie équipe. Lui, l'équipe de nuit, moi, l'équipe de jour. À l'hôpital, c'est lui qui restait à l'hôpital. Moi, je pouvais absolument pas revivre les crises. Je les rejoignais la journée. Et puis, j'ai pris le relais quand elle est rentrée à la maison. C'est moi qui suis restée avec elle. Donc, voilà, on a fait front. Alors bien sûr, on n'avait plus du tout de vie de couple. Moi, personnellement, tout mon esprit était tourné vers elle. Donc ça a été dur. On a retrouvé des soirées progressivement, et à regarder des séries, à se parler, à retrouver un peu de complicité aussi, petit à petit. Ouais. Tu aurais un conseil à donner à un parent qui vivrait la même chose que vous? Peut-être de se faire confiance, parce que j'ai toujours senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Je me contentais pas de me dire bah oui, c'est juste des terreurs nocturnes. Juste de se faire confiance. Alors, ce qui est très bizarre venant d'une femme qui a eu très peu confiance en elle en tant que maman, mais voilà, écouter son instinct plus que jamais, et d'aller peut-être consulter plus rapidement un docteur. Et encore, je sais même pas s'ils auraient pu nous diriger tout de suite vers l'épilepsie, mais peut-être en parler à un médecin plus rapidement que ce que nous on a fait. Ça, c'est un regret. C'est peut-être le seul regret que j'ai. Après, j'en ai parlé au neurologue en lui disant voilà, est-ce que vous pensez, si on était venu plus tôt,
ça aurait évité ça. Et elle me dit, mais vous inquiétez pas, c'est un peu le parcours classique de ce genre d'épilepsie, quoi. Donc, après, faut pas non plus stresser pour le moindre réveil nocturne, mais quand ça dure, quand c'est toutes les nuits et plusieurs fois par nuit, bon, peut-être pas attendre 2 mois, quoi. Tu lui en parleras de tout ça quand elle sera plus grande Ouais, je vais lui en parler, bien sûr, ouais. Puis là, elle a conscience puisqu'elle prend un traitement, donc évidemment, c'est visible. Oui, je lui en parlerai. Puis peut-être pour lui expliquer aussi si elle a des souvenirs de nos colères à nous, parce que moi, je suis un peu traumatisée dans le sens, je me dis peut-être elle garde un peu en elle les colères qu'on a pu avoir contre elle, donc pouvoir lui expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là aussi, quoi. Que c'était pas contre elle aussi, c'était contre la situation, contre nous, contre notre impuissance. Elle pourrait écouter cet épisode. Ah oui, je pense, ouais. Je le fais aussi un peu pour elle, ouais. C'est bien. Et pour tous les autres, merci beaucoup d'être venu partager cette histoire parce qu'on n'en avait jamais parlé. Moi, personnellement, j'en avais jamais vraiment entendu parler non plus. Et on se rend compte qu'on peut vraiment être dans une impasse la plus totale et complètement démuni en tant que parent, déjà, de voir son enfant dans une telle situation et que ça soit tellement récurrent et que ça a un impact sur finalement tout le quotidien. Ouais. L'école, le quotidien, même la journée... et la nuit, en fait. Puis ça s'est retourné contre vous aussi. Quand elle s'adresse de manière violente... Ça touche toutes les sphères de la vie, ouais. Alors, c'est pas mortel, entre guillemets, quoi que ça peut l'être, mais c'est pas si grave que ça. Mais ça impacte toute la famille. Bien sûr. T'aimerais qu'elle te voie comment, Alice, plus tard? T'aimerais qu'elle dise quoi de sa maman? J'aimerais bien qu'elle dise que je l'aime, que je l'ai toujours aimé, qu'elle doute jamais de mon amour, même si on a eu un démarrage de vie un peu difficile. Peut-être pour moi, peut-être elle a bien vécu, je sais pas, mais qu'elle doute jamais de mon amour, quoi. Et qu'elle sache, qu'elle dise à tout le monde que sa mère, elle l'aime beaucoup et qu'elle est allée en enfer pour aller la sauver. Merci beaucoup. Merci. Alice, ça y est, je perds mes mots tellement que je... Marie-Charlotte, je te laisse récupérer le petit cœur qui est à côté de toi. Je pense que tu connais un peu la chanson. Oui. Tu vas pouvoir écrire un petit mot au dos. Et on va pouvoir remplir ce bocal de cœur. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour nous témoigner de ton histoire. On vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre petite famille. Merci. Tu embrasses fort Alice pour nous, évidemment. Ouais. Et merci encore. Merci à vous deux. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour nous soutenir, pensez à vous abonner, commenter et partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous évaluer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est très important. Et moi, je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau témoignage d'espoir, de résilience et de confidence sur la maternité et la parentalité moderne.